Ok, bonjour et bienvenue, bonjour à tous, je suis Franck Payen et je suis avec vous pendant une petite heure sur Adobe FR, sur la chaîne Twitch TV de Adobe FR. Donc si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous allez pouvoir profiter pleinement de cette chaîne en vous inscrivant. Vous allez regarder en bas à droite, pardon, de l'autre droite, voilà, de l'écran, il y a écrit twitch.tv/AdobeFR et vous n'hésitez pas quand vous êtes là-dessus à vous connecter et à vous inscrire pour pouvoir retrouver justement en fait nos sessions en direct et ne surtout pas perdre un instant de ce qu'on est en train de vous proposer. Donc je vérifie juste que tout se passe bien pour tout le monde et que vous nous voyez. Un petit oui, un petit non dans le chat si vous êtes là. Ok, bonjour, ok. C'est bien, ouais, vous avez l'air d'être là. Donc je vais placer la caméra sur Rachel, qui est mon invitée aujourd'hui. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Rachel est une illustratrice qui a beaucoup travaillé dans la bande dessinée et dans l'illustration aussi. Je vous ferai un petit tour sur son portfolio tout à l'heure parce qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à regarder. Et on va parler aujourd'hui d'un projet très spécial sur lequel elle bosse en ce moment qui s'appelle Machiavillaine. Donc je vais partager une partie de mon écran. Hop, ne bougez pas, je me mets hop dans un coin. Check. Alors on va masquer le OBS qui n'a pas besoin d'être là. Et voilà, comme ça vous allez voir un petit peu donc, le portfolio de Rachel Vimra, qui est donc une illustratrice de bande dessinée. Donc quand vous allez sur son site zimra.fr, vous allez voir en fait son blog à la fois où elle vous parle justement de Machiavillaine, mais ça j'y reviens dans pas très longtemps. Et surtout pour le portfolio et pour la petite histoire, elle travaille depuis pas mal de temps donc en illustration, en BD et elle a créé pas mal de petites choses. Alors visiblement hop, ça lag un petit peu sur le web, donc on va faire un tour comme ça, on va le faire à l'ancienne. Voilà, donc elle a bossé pour Ankama sur des séries autour de Dofus, sur le Dofus Mag, si je dis pas de bêtises, ouais. Où elle a fait de superbes illustrations. En parallèle de ça, elle continuait de monter des petits projets, notamment ici, le projet du château du Petit Crabe, qui est quelque chose de plus perso. Ouais, complètement, un livre pour enfants. Un livre pour enfants, ouais. Et du coup, plus un travail sur des brosses, des pinceaux. Ouais. C'est bien, c'est bien. On va pouvoir parler de brosses et de pinceaux et je pense que ça risque d'intéresser pas mal de gens dans l'assistance. Quelques petites histoires et des contes. Ici, on a Dragomira. Donc voilà, c'est vraiment Rachel, moi je l'ai conviée parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien sa manière de dessiner, son style, tout ça, comme on dit, et qu'elle est un petit peu de touche à tout et qu'elle avance beaucoup. En fait, moi quand je l'ai rencontrée, elle était sur des projets, sur ce projet-là. Si vous avez eu l'occasion de le voir, c'est Mytho et c'est paru il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans maintenant? Ouais, 3 ans le premier tome et 1 an le deuxième. Voilà. Donc 2 tomes de Mytho, une bande dessinée qui traite justement du retour de la mythologie dans un présent beaucoup plus étrange et avec toutes les mythologies, et c'est ça qui est assez classe. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur les quelques images que je vous fais passer au fur et à mesure, c'est à chaque fois pas mal de travail, que ce soit sur le dessin, sur le line, sur la couleur, etc. Et le fait de travailler sur tout ça, et maintenant sur l'envers des contes, eh bien ça l'a poussé à aller un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, donc elle le présente sur son blog en ce moment, justement. Donc on va revenir sur le blog s'il est tout à fait d'accord pour y aller. Vas-y, tu peux le faire. Ouais. Et le blog en question, justement en ce moment, il est tout accaparé par Machiavillaine, le jeu. C'est un jeu vidéo qui va traiter justement de zombies, entre autres.
Hein, c'est ça. de zombies, de monstres, et qui est plutôt... Enfin, moi, j'ai trouvé très rigolo tout ce que j'avais pu en voir. Elle nous en parlera beaucoup mieux que ça. Mais surtout, le projet, comme elle le dit sur son blog, donc sur zimra.fr, il y a le lien vers un Kickstarter. Et le Kickstarter, donc, qui est ici, va vous permettre, en fait, de participer et surtout d'essayer très très bientôt l'alpha et la bêta du jeu. Parce que j'ai vu qu'il y avait un game alpha, voilà. Livraison prévue en avril. Ouais, avril pour l'alpha. Voilà, donc avril pour l'alpha, ça veut dire qu'il y aura encore plein de trucs à corriger dans le jeu, mais que vous aurez l'occasion de bien vous amuser. Et du coup, ce qu'on va regarder avec Zimra aujourd'hui, c'est la manière dont elle traite de tout ça et la manière dont elle a préparé un petit peu ses contenus. Du coup, je vais passer sur son écran directement. Hop, normalement, vous devriez voir voilà, son écran, son Photoshop. Et je vais lui laisser la main directement, complètement. Ouais, Yep. donc là tu es en ligne, Ok. on voit ce que tu écris, on voit ce que tu racontes. Ok, donc bonjour tout le monde. Alors effectivement, j'ai commencé avec de la BD et de l'illustration et sur Machiavillin, qui est un jeu un petit peu particulier. Les paramètres et les choses importantes sont très très différentes. C'est-à-dire que dans l'illustration et dans la BD, j'ai le contrôle de la composition complète, alors que là, dans le jeu, on laisse le contrôle au joueur, puisque le joueur peut construire, voilà, comme vous le voyez, il va ordonner à ses petits zombies et ses petites momies de construire l'environnement comme il le souhaite. Donc du coup, moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc mon boulot, ça va être au contraire de fournir des éléments, donc des briques ou des cases, qui s'emboîtent bien pour que le joueur puisse s'éclater avec. Et il faut que tout soit raccord. Par exemple, là, il faut que les lattes du plancher, elles se suivent. Et là, ici, même s'il décide de mettre un panneau de bois au milieu du mur, il faut quand même que ce soit raccord. Je pense que ça se voit à peu près. Et l'autre paramètre sur lequel je n'ai pas de contrôle et où je dois fournir encore une fois des espèces de briques, des cases qui s'emboîtent bien, c'est les éléments de décor. Donc là, vous voyez, il y a des rochers, des formations rocheuses. Et pareil, elles sont faites de manière aléatoire pour que chaque partie soit un petit peu différente. Et donc, mon boulot, ça va être de fournir des tiles, des cases, des briques, qui vont bien. Et ça change un peu tout. Alors, la première chose qu'on a fait dans le jeu, ça a été de définir la taille de notre brique de base. Donc dans le jeu, c'est 128. Du coup, moi, en taille de travail, je suis en 256. Voilà. Et tout ce que je dois faire doit correspondre à ces carreaux de 256 sur 256. Et pour ça, la première chose à faire, ça va être de faire des repères ou un damier, selon l'usage. Alors, une des techniques que j'utilise pour ça, ça va être, donc j'ouvre un document que je vais pouvoir bosser. Et après, alors que je ne me trompe pas, tac tac tac, ah oui, on va mettre ça, c'est en pixels, c'est bon. Ça y est, je suis perturbée. Voilà, c'est une nouvelle disposition des repères dans l'affichage. Ce qui va permettre d'avoir des repères qui vont faire du 256 par 256. Et surtout avec zéro gouttière, ce qui fait que tu es vraiment sur du damier. Comme ça, tu es sûr que Photoshop ne te crée pas des éléments qui n'ont pas lieu d'être. Et là, il me fait. Alors, pourquoi il les aperçoit pas Alors, attends, vas-y, reprends-le. En règle, ils sont là. Ouais. Nouvelle disposition des repères. Survole le petit interdit à droite là. Ouais. Sous l'aperçu, qu'est-ce qu'il te dit? Il ne me dit rien du tout. Ça, c'est pas de chance. Alors, peut-être qu'on va baisser le nombre, parce que comme tu es sur un 1024, peut-être qu'il n'a pas la place de les faire. Ah oui, c'est ça. Alors... Ouais, je fais du coaching en direct. C'est que d'habitude, je mets du 2048, c'est pour ça. Ouais, voilà. Ouais. Et donc... ça rentre cette fois-ci. C'est bon, il aime plus. Donc ça, c'est une première manière d'avoir un quadrillage dans lequel je vais pouvoir bosser. Donc ça, c'est intéressant notamment pour tout ce qui est rocheux, etc., où j'ai besoin d'avoir des carreaux vraiment pleins et qui ne débordent pas. Et après, par contre, quand je travaille sur les personnages ou les décors, qui doivent être confinés dans les cases, mais qui ne sont pas obligés de toucher parfaitement les bords, j'aime bien avoir des repères visuels, et du coup, pour ça, je fais un petit damier.
Et donc le damier, on va le faire en... Alors, il faut que je puisse mettre 4 cases, donc 2 par 2. Donc ça va donner du 512. 512. Ok. Oui, donc pour le jeu vidéo aussi, hein, les DPI, on s'en fiche. Ce qui est un peu perturbant au début. Alors... ça qui est parti. Donc, pour le faire, je prends les carreaux, je passe en forme. Et on va mettre du noir pour bien voir. Et hop, je vais me faire un premier, là comme ça, j'y vais à l'arrache. Et on va se faire hop, 256, 256 aussi. Tac. Et abscisse et redonné, bah 0. Hop, et 0. Et voilà. Donc là j'ai mon premier carreau. Et pour placer le deuxième parfaitement et pas me réembêter, je fais Alt sur le calque, je le glisse, ça le duplique et j'ai plus qu'à le déplacer avec, voilà, et là quand j'ai les repères, je suis bonne. Tac, voilà, presque. Voilà. Okay. Je me suis avancée. Très bien, donc, très bien. Voilà, et à partir de là, on va utiliser comme motif, qu'on va appeler damier 256 par 256. Hop. Et du coup, à partir de là, donc, je peux rouvrir un nouveau fichier et motif, paf, et paf. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de travailler de base. Donc en fait, ça comme référence. Ouais, là ça te permet d'avoir une référence, je sais pas, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, sur la taille et la dimension de tous les éléments. Donc pour ceux qui débarquent, on était sur le jeu vidéo et sur la présentation, la réalisation des petits personnages. Ouais. Du coup, tous les personnages doivent avoir un emplacement, c'est cette taille, donc ce damier, que tu viens de créer. Donc quand je vais créer un personnage, je vais prendre des éléments de référence que j'ai un peu partout. Ils ne sont pas là. Pourquoi ils sont pas là? Ah si, non, c'est bon, c'est moi qui me suis. Voilà, donc j'ai ça comme élément de référence que je vais toujours garder pour qu'il y ait une certaine unité quand même dans tout le jeu. Non, je fais n'importe quoi. Tac. Je m'embrouille un peu. Ah merde. Ça m'arrive toujours. Bien joué. Voilà. Donc là on est bien. Et je vais pouvoir créer du coup un nouveau petit monstre qui va être assorti aux autres. Donc là par exemple, on va faire un petit zombie bodybuildé. Je sais pas ce qui arrive à mon truc. Attends. Ouais, ma fenêtre, je l'ai pas comme d'habitude, ça me perturbe. Hop. Donc... Il faut savoir qu'à chaque fois, je lui mets des contraintes supplémentaires, je lui fais partager son écran, je lui fais parler pendant qu'elle bosse et tout. Donc c'est toujours un petit peu étrange. Et du coup, c'est moins bien qu'à la maison. Surtout ça, j'arrive plus à déplacer? Non, à la réduire en fait, tu vois, tous les outils qui sont en dessous, je sais plus pourquoi. Ça me fait la double flèche. Hop. Ah. Ouais. C'était basique. Par contre, t'as intérêt de la réagripper, sinon tu perds ton dessin. Ouais. Plus à gauche, tout à gauche. Tac, merci. Bon, on reprend. Voilà. Et hop, ça y est. Je retrouve mes marques. Donc, on va faire la tête du monstre. Donc dans Machiavillin, c'est un style qui est un peu lâché. Donc au niveau de l'ancrage, on reste un peu détendu. On va pas trop viser quelque chose de trop net. Faut pas que ça fasse trop clean dans un univers qui est un petit peu un univers de monstres.
Donc voilà, donc je fais mon petit zombie. On va faire un petit zombie bodybuildé. Pof, pof, hop. Tac. On va lui faire des petites traces. Hop. Et on va séparer. Donc, séparer la tête du corps. Non, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Tac. Et fermer le corps en dessous. Parce que dans le jeu, en fait, on anime la tête et le corps séparément. Donc tout ça, c'est fait en prog après. Donc du coup, de mon côté, moi, je dois fournir ces deux éléments séparés. Et donc, hop, à l'arrache, on va mettre un petit peu de couleur. On va en faire un zombie vert fluo. Et pareil pour la tête. Hop. En dessous, c'est mieux. Voilà, donc il est absolument magnifique. Et là, il y a une chose qu'il faut vérifier. Donc, de la même manière que j'ai mis comme ref les fournitures, il faut aussi que je mette un élément de décor, donc un screenshot, hop, pour vérifier que les couleurs se marient pas trop mal. Donc là, c'est parfaitement concluant. Ça ne matche pas du tout, mais c'est pour l'exemple. Et pour vérifier que ça se marie pas trop mal, qu'il ne va pas être perdu dans le décor, comme on a pas mal de zoom et de dézoom dans le jeu. Donc il faut vérifier ça aussi de temps en temps. Et là, je vais mettre la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et renommer les fichiers. Donc là, c'est encore un truc de jeu vidéo. Donc moi, dans la BD, les fichiers intermédiaires ont des noms un petit peu n'importe comment. Mais là, en fait, comme je dois les communiquer à un programmeur qui, lui, doit pouvoir savoir ce qu'il y a dedans sans avoir à ouvrir le fichier, je suis obligée de respecter une nomenclature. Donc monster, pour monstre. Zombie, on va dire que c'est le 4e. Et là, c'est sa tête. On va copier ça, tape, passe au suivant, paf, et zombie 4, et là, body, donc c'est son corps. Donc là, on a ce petit monstre-là qui va être prêt à exporter. Et pour ça, je vais vous montrer ça sur mon fichier de base avec les autres monstres. Comme ça, on pourra les exporter tous. Hop. Donc là, voilà, il y en a d'autres, donc ils sont tous. Donc comme on voit, par exemple, le monstre, pareil, il a la tête et il a le corps dans des dossiers séparés. Hop. Et on va faire pareil, on va ramener notre petit zombie bodybuildé ici. Il est très petit. Hop. Et donc l'intérêt d'avoir fait tout ça et de les avoir séparés, c'est que je vais pouvoir automatiser l'export. Parce que comme on l'a dit au début, moi je travaille en 2 fois plus grand que la taille de base qui est de 128. Et du coup à chaque fois que je dois exporter, je dois diviser par 2. Et si c'est pas automatisé, c'est un peu la fête à l'erreur humaine. Donc on va utiliser cette particularité, exporter les calques. Donc il va exporter chacun des dossiers. Et je peux sélectionner tous les dossiers. Et là par contre ça rame un peu. Alors pour ceux qui découvrent et qui connaissent pas encore, donc je suppose que tout le monde ici a plus ou moins entendu parler de Photoshop et vous êtes sur des versions diverses et variées. Là, Zimra travaille sur les dernières versions du Creative Cloud et du coup dans cette dernière version de Photoshop, il y a des petites choses qui ont été rajoutées spécifiquement pour tous les développeurs de jeux vidéo, d'interface web ou autres. Et parmi ces petites choses, il y a effectivement exporter en tant que. Donc là, quand la fonction qu'elle a utilisée, c'était bien un clic droit sur certains des calques. Et du coup, ça lui permet de sélectionner certains calques pour n'exporter que ces calques-là. Et donc l'avantage, c'est que une fois que ça a exporté donc les groupes de calques que je veux mettre à l'échelle, hop, on va dire 50%, comme ça moi je m'en occupe plus et tout est exporté. Et là il va me le faire tout seul, donc je vais le mettre dans, j'avais déjà créé un dossier monstre corps entier, et pouf, et c'est parti dedans, donc il est là, et il est ici là, voilà, c'est la tête, et ça, je l'ai pas mis dans mon dossier mais c'est ça, ici qui a été exporté. Et donc l'avantage c'est que ça permet de systématiser cette étape. Et je peux faire pareil avec du coup le corps entier, mais je vous ai spoilé du coup, en sélectionnant le dossier
qui contient les mini-dossiers tête et corps. Voilà. Et avec ça, mon programmeur est content parce que du coup, il ne se retrouve pas avec des têtes qui font des fois le double de la taille qu'il faudrait. Et donc l'autre avantage, c'est aussi, alors là par contre, si je veux effectivement tout exporter d'un coup, mais en aplati, je vais les exporter en entier. Hop, on va faire la même chose. Et donc l'intérêt de les exporter en entier, c'est que moi, le programmeur, quand je lui envoie les têtes séparées des corps, il ne sait pas à quel endroit nécessairement respectif la tête est du corps. Il y a des personnages qui ont des têtes très enfoncées. Donc là, je suis dans mon dossier. Des personnages qui ont les têtes très enfoncées, il y en a d'autres qui ont la tête moins enfoncée, comme par exemple là, celui-là qui est Igor de Frankenstein, qui a la tête très enfoncée. Et comme ça, il a en plus un export avec, s'il veut vérifier, les emplacements respectifs. Hop. Et ça présente un autre avantage, qui est que quand moi, après, je veux pouvoir montrer un petit peu aux gens qui suivent le jeu, les personnages qu'on crée au fur et à mesure, j'ai pas à attendre qu'ils les incluent dans le jeu. Je peux faire des petits gifs de mon côté. Donc on va peut-être changer, on va prendre Frankenstein. Et pour ça, je vais en profiter du coup pour me faire un script. Donc on va appeler ça ensemble Machiavelin, comme le jeu. Ok. Et on va appeler ça GIF. Hop. Donc j'enregistre ça parce que tout va être automatisable en fait. C'est des tout petits GIFs. C'est pas de l'animation complexe, mais c'est sympathique. Alors, du coup, on va avoir besoin, pour faire un petit peu d'anime, de la fenêtre de montage. Hop. Qui me fait quoi? Créer une animation d'image, voilà. On va régler une bonne fois pour toutes, on va dire que c'est toujours, et puis 0,1 seconde, c'est pas de l'animation très fine non plus. Alors je duplique le calque, donc encore Alt, glisser, paf, il est dupliqué, et donc sur l'un des deux calques, je vais appliquer une transformation pour le faire, pour donner l'impression en fait qu'il se comprime et qu'il se comprime dans un sens, en fait, qu'il sautille un petit peu sur place. Donc on va le diminuer dans un sens et l'augmenter dans l'autre de manière proportionnelle à peu près, pour qu'il n'y ait pas de perte de volume. Donc là on voit qu'il a un petit peu bougé. Et on va l'ancrer au sol, on va choisir comme point de référence le sol pour qu'il parte pas trop au milieu de l'image. Paf. Donc ça c'est bon. Et puis on fait la petite animation, donc deuxième calque. Donc sur le premier, on va laisser le premier, sur le deuxième, on va mettre le deuxième et supprimer le premier. Et ça nous donne ça. Voilà. Et du coup, on va l'exporter sous forme de GIF. Alors là, c'est maintenant exportation enregistrée pour le web. Et là, à nouveau, pareil. Donc si je veux modifier la taille, je peux modifier la taille. Si je veux qu'il exporte en 50% par exemple. On va faire plus petit. Et voir en fonction de ce que j'ai comme couleur derrière, la couleur du cache. Là, je vais laisser comme ça parce que j'ai pas de cible immédiate. Et on va l'enregistrer. Et on va l'enregistrer dans un dossier monstre GIF. Et voilà. Et on peut arrêter. Et là maintenant j'ai un script que je peux même appliquer du coup à tout le monde en batch. Donc je peux faire tous mes monstres d'un coup. Donc traitement par l'eau, le dossier c'est donc les monstres corps plein, qui sont ceux-là. L'action par défaut, ça va être Machiavelin GIF. Tout ça j'ai pas besoin parce que j'ai déjà tout paramétré. Et il va les faire tout seul. Ce qui est toujours pratique, ça évite aussi les erreurs. Et donc on le voit dans GIF. Voilà, ça va se remplir. Donc là il y a celui où je m'étais planté. Et du coup voilà, petit à petit ça se remplit et on les a tous et on les a au fur et à mesure qui s'ajoutent. Et donc ça économise plein de temps. Et vu le nombre d'assets qu'il y a à faire sur un jeu vidéo, c'est toujours un gain pas négligeable. Alors tiens, il y a une petite question en live de CIA Design qui demande, enfin CIA Design, je sais pas. Le nommage des calques avec l'extension pour un export direct est-il possible dans ce flux de travail?
Donc ça c'est quelqu'un qui a suivi un petit peu les nouvelles... Hop. Attendez, je fais un demi-truc. C'est quelqu'un qui a suivi un petit peu les nouveautés du Creative Cloud, et il y a quelques temps en fait, on avait moyen justement de faire ces exports justement pour le web en indiquant par exemple calque 0.svg, calque 0.png pour pouvoir modifier, pour pouvoir passer à la suite de nos fichiers. Et en fait c'est cette chose là qui a été réintégrée à l'intérieur d'export en fait. Quand Rachel sélectionne un calque, fait un clic droit dessus et lui demande dans la palette des calques de faire un export sous, eh bien c'est exactement cette fonction-là qui va avoir lieu. Mais autant auparavant c'était vraiment à la main par rapport au renommage, autant cette fois-ci ça va être préparé comme ça. Ok ? Est-ce que ça répond à votre question, CIL Design ? Ouais, peut-être ? Ok. Donc je vois que certains d'entre vous sont passés sur le Creative Cloud, c'est bien. Ok. Ouais, alors vous inquiétez pas, en fait, il y a des moments où on a l'impression de patienter et tout ça, mais c'est juste parce qu'on a un lag de 30 secondes entre ce que vous racontez et ce que vous écrivez. Du coup, c'est une bonne chose. Bah, content que vous découvriez des choses. En plus, moi je suis très content parce que le jeu a l'air très très cool, hein, comme vous avez pu le voir sur l'écran de Zimra, qui a elle une version jouable, et je suis très jaloux en fait de pas avoir encore cette version là. Est-ce qu'il y a d'ailleurs ici parmi nous des gens qui sont déjà utilisateurs qui sont plutôt joueurs ou plutôt créatifs d'ailleurs, voire les deux. Vous pouvez dire joueur et créatif, ça m'intéresse aussi. Et puis après, vas-y, je te laisse la parole, parce que c'est quand même ta session. Du coup, je voulais juste montrer un autre truc sur le jeu vidéo. C'est que on s'adresse aussi du coup à des gens qui peuvent avoir des dyschromatopsies, parce que c'est le terme technique. Ouais. Et c'est toujours pas mal de vérifier. Donc en format d'épreuve, il y en a deux types qui sont visualisables. Et donc ça, c'est comme ça que du coup, les gens qui sont dyschromatopsiques vont voir le jeu. Et c'est toujours intéressant de vérifier qu'on est lisible et alors que ça reste clair. Ouais, et pour le commun des mortels, dyschromatopsique, c'est daltonien en fait. Alors, elle fait sa maligne, mais c'est juste parce que c'est écrit en haut de l'écran. Vas-y, remontre le menu parce que je pense que ça pourrait aider les gens. Donc dans affichage, dans format d'épreuve, tout en bas, dyschromatopsie, protanopie et deutéranopie, ça vous permet, notamment quand vous êtes une fille, vu que vous êtes moins touché par ce genre de problème, de vous assurer que tous vos joueurs vont réussir à lire tout ça. Et ça, ce sera plutôt pas mal. Et donc, voilà. Ouais, je sais que vous aviez compris, mais je préfère m'assurer que tout se passe bien. Plus de son, relancez la fenêtre, Chris Bill. Ah. C'est-à-dire ouais. Vas-y, je te laisse poursuivre. Ok. Alors l'autre chose aussi, quand on fait un jeu, c'est qu'il y a tous les assets qui vont aller dans le jeu, et il y a tout ce qui va être périphérique au jeu. Et donc... Alors, je relance du coup. Et donc, il y avait notamment la création du logo, ou du moins du titre, pour Machiavelin, dont on va se servir après, qui va se retrouver partout. Et donc pour ça, peut-être zoomer, on a choisi une police qui est en fait assez utilisée, on s'en est rendu compte après. Mais bon, après on l'a fait à notre sauce. Hop, mince. Et donc, avec un truc qui est très pratique, alors ça c'est nouveau, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Pas les modifications de calque, mais hop, je vais déjà faire les choses avant de... Hop. Donc on est là. Hop, mince. Bon, je suis perturbée. Ça marche plus. Tac.
Hop. Bon, j'ai pas l'habitude de parler en même temps que je fais des trucs. Donc ça me perturbe. Voilà, donc ça c'est la typo qu'on a choisie. Et après, c'est comment on va l'agrémenter un tout petit peu. Alors, il y a des trucs de base quand même. L'idée, c'était de faire un truc un peu kitschou et un peu... qui soit un peu représentatif des films d'horreur un peu à l'ancienne, avec des titres un peu dramatiques. Voilà, comme ça, on va mettre un petit toc-toc. Faut pas être perturbé. Mais voilà, ne lis pas cette fenêtre, je te dirai que les messages okay. qui sont importants pour la suite. Ok. Voilà, donc on rigole bien. Donc voilà, on va changer un petit peu, on va mettre une couleur un peu plus. Hop, tac. Voilà. Et après, bah, il ne l'a pas fait. Voilà, c'est fait. Et donc, dans les styles de calque, pour le nouveau truc, c'est que maintenant on peut mettre 2 contours. Enfin, nouveau pour moi en tout cas, ça j'ai découvert. Donc, j'ai pu gérer mes contours avec, on va mettre un contour rouge 100. Hop. On va le faire 3 pixels. Hop. Et en rajouter un autre. Et celui-là, on va le dire... non, en fait, finalement, je veux avoir un contour blanc à l'intérieur. Hop, tac. Et juste déplacer, parce que là, il est en dessous, du coup, et le mettre au-dessus, et le voilà. Ça se voit peut-être pas trop sur le côté. Ouais, donc pour les gens qui suivent un peu les Ask Pro, les e-séminaires depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu vous parler de ça des centaines de fois à l'intérieur d'Illustrator, et c'est vrai que maintenant qu'on a moyen de faire des styles de calque plus complexes dans Photoshop, c'est un pur bonheur, parce que bah voilà, vous avez besoin de 2 contours pour rendre lisible votre texte, vous y avez accès. Il suffit juste de faire un petit plus sur le contour et de les placer dans l'ordre qui vous intéresse. Jusque 10, ouais, effectivement. Mais bon, quand vous commencez à en avoir une dizaine, c'est qu'il y a peut-être un problème. Il va peut-être falloir faire autre chose comme mise en forme. Voilà, et ça permettait de rajouter aussi petit ombre portée dont je me servais avant pour faire un deuxième contour en fait, en la rendant solide. Et du coup, là je peux la garder comme ça, donc on la met par en bas parce que oh là là, c'est un titre avec la lumière qui vient d'en bas. Et d'ailleurs, pour faire la lumière qui vient d'en bas, on va rajouter hop, un petit dégradé. Mettre comme ça, voilà, wow. Il était déjà réglé. Ah, c'est un titre. T'auras même pas à remontrer comment on règle les dégradés. Voilà. Donc ça, c'était pour le titre. Effectivement, une fois que tu commences à empiler 10 contours, ça peut valoir le coup de consulter parce qu'il y a peut-être un truc pas normal, il y a peut-être un truc pas net dedans. Donc ouais, si vous voulez voir la version rendue de ce logo-là, bah tenez, je suis sympa, je vous remets le lien du Kickstarter, vous pouvez aller regarder. Alors j'ai vu que dans le public, on avait Tavrox qui visiblement est un des développeurs du jeu ou un des membres de l'équipe qui dit que vous pouvez même partager ou participer. Hein, voilà, on en profite. Il y a Dimra qui nous partage son talent et ses infos. Vous n'hésitez pas à partager le jeu, le Kickstart, à participer hein, parce que je pense que voilà, là je vais pouvoir jouer dessus sur son ordinateur, mais je suis assez impatient qu'on arrive à l'alpha et que vous puissiez jouer avec nous aussi. Alors du coup, on a fait un peu le tour des trucs qui sont périphériques au jeu et on va revenir plus à l'illustration en fait. Donc les illustrations et pour le jeu et et puis les autres aussi. Mais du coup, je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est un des headers de base. Et en fait, ça vient d'une illustration que j'ai fait la première fois. Et celle-là, je l'ai faite comme je fais dans la BD ou l'illustration générale, où je fais mon line sur tout un calque. Et après, en fait, il a fallu la refaire parce que finalement, les éléments, il faut les déplacer à chaque fois selon le format dans lequel ça va être exploité. Ça, c'était nouveau pour moi. Tout ça, c'est pour dire, voilà, ça c'est encore un autre format. Donc, à force de le refaire, j'ai fini par comprendre le truc et faire séparer, des groupes séparés pour d'un côté les monstres, d'un côté le manoir. Et c'est un peu plus pratique comme ça.
Voilà, du coup, je sais plus trop s'il y a des questions en particulier. Ouais, alors n'hésitez pas, hein, parce que là, je vois pas de. On a essayé de répondre avec Stéphane aux questions en live qui se posaient, mais n'hésitez pas parce que on va profiter d'être sur Twitch et d'avoir Limra en direct. Et je remets sa caméra, comme ça vous la voyez aussi, pour savoir ce qui vous intéresse sur ça, si vous voulez revoir des techniques en particulier. Je vois que tu ressors le dossier de l'envers des comptes. Oui, c'est éventuellement pour montrer un petit peu comment je fais les ombres sur les... Sur les BD. Sur les BD, ouais. Et ben c'est parti. C'est le même principe que du coup sur les illustrations pour Machiavillin, mais du coup on change un petit peu d'univers. Alors, non, pas cette fois-ci, merci. Donc en fait, ça c'est les aplats. Donc une fois que je les ai, pas besoin. Donc je fais mes aplats sur 3, je sépare en fait d'un côté les personnages, de l'autre les éléments de décor, donc on va voir là c'est les arbres et les fonds. Et ça me permet en fait, quand je vais créer mes ombres, de me faciliter un petit peu la vie. Donc là le calque ombre il est déjà fait, on va dire que je ne l'ai pas fait encore. Donc là j'ai un nouveau calque, donc je vais choisir une ombre, cette fois-ci on va dire allez, une ombre un peu verte parce qu'on est dans une forêt. Paf. Tac, que je vais mettre en mode produit classique, et puis après je vais rajouter un masque, tac, et dessus, et c'est en fait sur le masque que je vais définir un petit peu mes ombres. Donc par exemple, ça c'est un petit peu à l'arrache, je peux pas utiliser j'ai un stylet qui a pas un clic droit très agréable, donc du coup le raccourci pour changer la taille du stylet, je l'évite quand je suis sur cette tablette. Donc voilà, donc je fais un petit peu grossièrement, on va dire, elle va avoir... il y a des ombres comme ça, et du coup ça me permet de... Je vais pas me prendre la tête pour savoir si je déborde du personnage. Donc dans le personnage, je fais gaffe quand même. Donc là, j'utilise X pour passer du noir au blanc ici, ce qui me permet d'utiliser les propriétés du masque pour faire et effacer l'ombre. Donc voilà, hop, et puis je dépasse ici parce que ça je m'en fiche. Tac, tac. Et là par contre je fais attention, on va faire ça plus ou moins proprement. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée, et l'intérêt c'est qu'après, contrôle sur le calque, donc je sélectionne ce qu'il y a dans le calque, et ici j'intervertis la solution, et bon pareil j'ai un raccourci que je peux pas faire. Et du coup, voilà, tout ce qui est à l'extérieur, ça a été supprimé. Alors j'ai des petites questions pour toi. Quel logiciel tu utilises pour la bande dessinée? Est-ce que c'est uniquement Photoshop ou est-ce que tu as d'autres trucs, Sketchbook, Clip Studio Paint ou autre? Bonne question. La couleur, c'est toujours exclusivement sur Photoshop. Le line, je peux le faire soit sous Photoshop, soit sous Paint SciTool en fait, qui était un tout petit logiciel japonais. Et qui en fait c'est plutôt qu'il avait moins de... En fait il a moins de compétences que Photoshop, et ça m'a forcé à faire des lines un peu plus lâchées. Bon ça c'est peut-être aussi dans ma tête, mais sinon pour la couleur oui ça va toujours être Photoshop en fait. Et une autre question du coup de Graphicorps, est-ce que tu utilises un nuancier, une palette de couleurs définie à l'avance pour décliner ton jeu, comme certains artistes peintres qui ont toujours des teintes récurrentes ou Alors oui, tout à fait. En fait, au début on a tâtonné justement pour la trouver, parce qu'on voulait, je vais remettre un petit peu le jeu, parce qu'on voulait une ambiance qui soit un petit peu, qui fasse un petit peu sombre quand même, hein, c'est l'idée. Ça c'est la pause, tac. Mais en même temps qui soit lisible et sympa. Et on avait aussi le problème dans le jeu il y a un cycle de jour-nuit, et donc du coup en plus d'avoir une palette de couleurs qui s'harmonisent ensemble, qui soit un peu désaturée pour pas faire trop joyeux mais pas trop non plus, donc on a établi d'avance, il fallait gérer après par-dessus le filtre du jour et de la nuit, donc il fallait aussi que ça fonctionne avec une ambiance bleutée, etc. Et après, une fois qu'on a établi ça, par contre, voilà, j'ai des variations quand même, parce que sinon, ça serait un petit peu lassant. Mais donc, oui, on a réfléchi à ça en amont. Ouais. Donc voilà. Et juste pour finir, du coup, le corollaire, c'est que sur
sur le travail des ombres sur la BD. Donc une fois que j'ai sélectionné les personnages, je peux aussi du coup invertir la sélection et ça me permet du coup de travailler sur ce qu'il y a autour. Donc si je veux faire l'ombre des personnages, voilà, là j'ai juste l'ombre du personnage. Donc, et pareil ici. Et donc ça me permet de passer de l'un à l'autre, c'est assez pratique. Voilà. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et après, donc, je peux rajouter un calque parce que tout vert comme ça, c'est peut-être un petit peu... des fois, c'est pas forcément approprié. Donc je rajoute un calque que je clipse au-dessus. Je connais pas le terme technique. Je l'accroche en tout cas au-dessus avec du coup Alt et cliquer entre les deux. Voilà, tac. Et ça me permet de rajouter des petites variations. Par exemple, on va mettre un petit truc un peu plus bleu. Hop, un petit dégradé un petit peu bleu par là. Ah non, il n'a pas mis dégradé. Hop, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, oh là là, on sent que c'est très intense et très concentré de ce côté-là. Et ça permet aussi de moduler un petit peu les ombres parce qu'elles n'ont pas toujours la même intensité ou la même couleur. Donc là, ça donne un résultat assez magnifique, complètement impressionniste. Et la version finale, sinon pour vous montrer, c'est plutôt ça, quand même. Voilà. Ouais, on sent qu'il y a quand même un petit peu plus de boulot que les 3 minutes en live avec des gens qui te regardent et qui te posent des questions. Voilà. Donc ça, c'est le travail d'ombre sur la BD. Le line, du coup, en tout cas sur cette BD, sur la précédente, mon line était noir, complètement. Donc j'avais moins de questions à me poser de ce côté-là. Là, je l'ai mis en mode densité linéaire pour avoir quelque chose de plus doux, avec une couleur plus claire. Et si par endroit je veux la changer, je fais pareil en fait, je clipse quelque chose au-dessus. Je pourrais juste bloquer l'opacité du calque, la transparence, pardon. Mais du coup, avec ça, ça me permet d'être moins précise. Je fais un gros pinceau, ça y est, et ça suffit en fait. Hop. Je sais pas pourquoi j'enregistre, ça n'a aucun intérêt. C'est les réflexes, à force d'avoir des crashs avant enregistrement. Maintenant, je fais ça en réflexe. Donc voilà. Alors d'ailleurs, vous avez vu que Photoshop enregistrait à votre place maintenant en direct et en arrière-plan. Hein. Ça fait partie des trucs qui simplifient un petit peu la vie. Ça, c'est cool. Ouais. Une question de Graphicorps. Est-ce que tu dessines tes bulles séparément ou est-ce que tu les crées directement dans les planches de BD ? Je les crée dans les planches de BD. Par contre, ça fait partie du truc que je pose en quasiment premier. J'ai pas amené les différentes étapes d'une page, ça c'est dommage. C'est que... je vais te montrer les calques. Mais c'est vraiment... C'est la première chose que je pose en fait. C'est quand je fais mon découpage, je vais poser les bulles de manière assez précise parce que sinon... faut vraiment prendre ça en considération quand tu fais ton découpage. Et pas se retrouver avec, comme ça peut arriver des fois... si tu as une grosse bulle et que tu prévois par exemple, on va mettre ça, cette case-là, si je l'avais faite 2 fois plus petite parce qu'au final c'est juste une tête, on n'a pas beaucoup d'action, la bulle en fait elle sera arrivée sur la tête si je l'avais pas prévu. Je sais pas si ça se voit beaucoup, forcément. Si, ça a l'air assez clair. Ouais. Voilà, donc ça fait vraiment partie des trucs qu'il faut anticiper et du coup, là pareil, alors pour le contour des bulles, tac tac. On y est. Ici, pareil, en fait, j'ai un style de calque. Et donc, ça me permet de régler. Donc là, je l'ai centré et mis en mode produit. Toujours dans l'idée de garder quelque chose d'un petit peu doux, qui s'harmonise et qui se fonde un peu dans la case. Mais ça, on est peut-être en train de revenir dessus, peut-être mettre un trait sans mode, en fait. Un trait de base. Donc ça, on est en train de voir ça avec l'éditeur, en fait. Donc, le dénouement dans l'album, quand il sortira. Voilà. Ouais, du coup, toujours avoir quelque chose d'éditable, ce qui est quand même le gros avantage de Photoshop par rapport à la version tradi. Tout à fait. Je pourrais pas, je sais pas comment je faisais avant en fait. A posteriori, là c'est, ça facilite tout. D'ailleurs, quand tu dis avant, ça fait combien de temps que tu dessines en numérique ? Est-ce que tu es 100% numérique Maintenant, je suis quasi 100% numérique. En fait. J'ai commencé. La seule chose que je fais encore des fois sur papier, c'est le storyboard. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la BD, c'est le découpage de base en fait. C'est quand je reçois le scénario,
comment est-ce que, quelle va être la forme des cases, quelle va être les bonhommes, enfin la position, l'action, enfin tout ça. Et l'emplacement des bulles aussi, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose que je fais des fois encore au crayonné, parce que sous le coup de l'inspiration, parce que c'est un côté plus fluide et naturel, des fois. Mais même ça, je le fais de plus en plus aussi en digital, parce que comme ça, je peux agrandir, déplacer, etc. Sans avoir à scanner aussi, qui est aussi une prise de temps. Surtout quand, comme moi, on a des brouillons sur des feuilles éparses partout, et ça fait beaucoup de choses à scanner pour pas grand-chose. Donc oui, tout ça pour dire, je suis en tout digital depuis à peu près 4 ans quasiment. Et du coup, alors je prends les questions au hasard, au hasard, les unes après les autres. Alors le format de planche de BD, je crois que Stéphane a bien répondu. Le format de ta planche, en fait, ça dépend du format de la collection de l'éditeur, on est d'accord, hein, Tout à fait. T'es pas encore sur ton choix à toi perso. Et quelle est la police pour les bulles? La police pour les bulles, alors c'est Jeff Campbell Regular. En fait, Jeff Campbell, c'est un scénariste de comics. Et un scénariste, je dis des bêtises, un dessinateur de comics, je vais y arriver. Et du coup, il a créé sa propre police pour un de ses titres, en fait, qu'il a développé en indé. Et après, il l'a commercialisé via plusieurs plateformes qu'on trouve assez facilement. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres alternatives qui font un peu comics comme ça. J'aime bien, ça reste un petit peu naturel. Et c'est pas le comic sans, le fameux. En parlant du format des pages, du coup, c'était juste pour signaler la signification des repères, enfin des règles qui sont posées là. C'est le bord perdu. Ça, je pense que du coup, il y en a pas mal qui connaissent. Mais c'est aussi un des trucs qui dépend de l'éditeur. En général, c'est lui qui va vous dire quelle quantité il faut de bord perdu. Mais en général, on est autour de 5 mm à droite à gauche, en haut, en bas. Ouais, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, qui pourraient débarquer, vous avez effectivement la BD qui va être imprimée, qui va être à l'intérieur du premier filet bleu ciel, et la page va être découpée à l'intérieur de ce filet. Ce qui fait que si ça déborde, comme dans le coin en bas à droite, eh bien c'est pas très très grave, vu qu'il n'y a pas de choses importantes. Il y a un bout d'arbre, il y a un bout de chemin, quelques fleurs. Si jamais ça bouge au découpage ou à l'impression, ça c'est pas grave. Par contre, à l'intérieur, on a effectivement les marges, et là, elle essaye de garder tous ces textes et toutes ces bulles à l'intérieur des marges pour être sûr que ça déborde pas et que ce soit pas coupé. Voilà. C'est effectivement à l'intérieur, il faut mettre tout ce qui est essentiel, on garde une grosse marge. Et ça m'est arrivé une fois en fait de déborder un peu avec le texte, et on a eu un bord perdu qui s'est retrouvé coupé plus large en fait que prévu, quasiment ici, sur une page. Et du coup, le texte arrive vraiment au ras de la page, et c'est lisible, mais c'est vraiment très désagréable. Donc ça fait partie des trucs où faut faire attention. Faut faire très très attention. En vidéo, ça s'appelle les marges de sécurité. On a tendance à pas les appeler comme ça en print, c'est dommage, parce que ça permettrait de rappeler aux gens que c'est juste de la sécurité et que c'est pas juste pour les embêter. Y a CIA Design qui demande quelle est la grosse différence entre le numérique et le papier. Est-ce que ce flux de travail change beaucoup ? Alors je pense que ça dépend beaucoup en fonction de chaque artiste. Je connais des gens qui aiment bien faire une première version papier avec un premier jus aquarelle dessus. Ils scannent ça et après ils retravaillent ça sur ordinateur par exemple, et pour eux c'est ce qui leur semble le plus naturel. Moi dans mon cas, j'ai toujours eu quelque chose de un ancrage très léché en fait, très, je vais pas dire névrosé mais presque. Et du coup le passage à l'ordinateur ça s'est fait vraiment naturellement. Et pour moi ça change pas grand chose, il y a juste ce petit truc que je disais sur le storyboard où des fois je sais pas, j'ai besoin de ressentir le papier ou ce côté là, mais sur ordinateur finalement je le retrouve assez facilement. Surtout, attention, je fais partie de ces chanceux qui ont une Cintiq, donc ça aide à vraiment garder le contact, quasiment le même contact que le papier en fait au bout d'un moment. Moi en tout cas, pour moi il n'y a pas trop de différence. Le gain de temps par contre, c'est ce que je disais, c'est le fait de ne pas avoir à scanner. Et le fait sur le papier, ça m'arrivait quand j'ancrais, de me dire mince, j'ai ancré mon bonhomme, j'aimerais qu'il soit plus grand. Oui, mais là, si je l'agrandis, mon trait va être tout flou, tout moche. Alors que sur Photoshop, je peux faire ça plus facilement, au crayonné en tout cas. Bon, après, une fois que c'est ancré, c'est encore autre chose, mais on a un peu plus de marge d'erreur, notamment au bord. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Je pense. Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais dans une taille supérieure au besoin final. Est-ce que tu travailles en 100% du format final ou est-ce que tu travailles en plus grand ? Pour la BD ? Ouais. Pour la BD, je travaille en un petit peu plus grand. Alors là, c'est plus une histoire de sécurité parce que j'ai déjà eu le cas d'un éditeur qui a changé
le format du bouquin en cours de route, alors que j'avais fait quelques pages. Donc du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler en un petit peu plus grand, et surtout en définition plus grande aussi. Donc comme ça me donne une double marge de manœuvre. Je travaille en moyenne 30% plus grand, et on me demande du 300 DPI, je travaille en 400. Voilà. Ouais, ce qui te permet d'agrandir d'un tiers tranquille. Ouais. Merci Stéphane pour le lien vers la Cintiq, hein, ça va continuer de faire rêver pas mal de gens. Ceci dit, ouais, quand ça devient un outil de travail, on rêve un petit peu moins, et puis on franchit le cap, je pense. Question de G. Guinchard, est-ce que tu fais le chemin de fer dans Photoshop ou dans InDesign? Alors, le chemin de fer, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est l'éditeur. Mais j'ai déjà eu à le faire sur un autre projet, et je le faisais sur InDesign. D'accord. Donc. Et du coup ouais, ça veut dire que tu maîtrises Photoshop, tu utilises un petit peu InDesign, ouais, tu touches un petit peu à tout par besoin. Ouais, c'est vraiment en fonction des besoins en fait. Du coup, voilà, ma maîtrise d'InDesign, elle est très superficielle parce qu'elle est vraiment limitée à mettre du texte et à mettre les fichiers. D'ailleurs, tout ce qui est mis en page encore un peu fine, j'y suis pas. Mais ça, oui, pour la base, je me dépatouille un peu. On n'a pas trop de choix. Il faut dire aussi que j'ai fait du fanzina avant, et que dans le fanzina, on s'occupe de tout seul. Donc ça reste... c'est une très bonne formation d'ailleurs, hein, pour ceux que ça tente. Voilà. Zimra travaille-t-elle avec un stylet ou juste une souris? Alors, je travaille avec le stylet et la souris. Ah, tu travailles quand même avec la souris? Ouais, parce qu'en fait, là en tout cas sur cette tablette-là, c'est une autre tablette encore, le stylet, le clic droit sur le stylet n'est pas agréable du tout. Donc je continue à le faire sur la souris. Et pour ceux qui rêvent d'avoir une Cintiq, j'en veux une, etc., bah oui, il va falloir bosser les enfants. Vous bossez d'abord, vous faites vos classes à la main, en traditionnel, et puis quand votre traditionnel vous a rapporté assez pour pouvoir passer à la Cintiq, bah, vous y allez. On peut faire comme ça aussi. Ouais, ça reste toujours le conseil ultime, commencer par le tradi, et puis ça va tout de suite après, ça va plus vite après. Mais j'ai travaillé sans pendant, ça fait 8 ans que je suis pro, et ça fait 1 an que j'ai une Cintiq. Donc il y a une vie avant la Cintiq quand même. Hein. Mais alors la vie avant la Cintiq, c'est quand même une tablette Wacom pour pouvoir dessiner. Oui, quand même. Ouais. Mais pendant très longtemps, j'avais un modèle de super base Wacom qui m'a duré, je crois que c'était une bambou, quelque chose comme ça, une graphie, enfin vraiment un vieux modèle. Donc qui n'avait pas des masses de pression d'ailleurs par rapport à ce qu'on a maintenant. Ouais. Les bulles, j'ai vu la question, je l'ai fait sur Photoshop. Je fais tout sur Photoshop. Voilà, j'ai mon calque là, et en fait je prends, bon là c'est un peu bourrin, hein. Je vais faire hop, paf, et voilà, j'ai une bulle. Et après bon, les pointes, je vais les faire à la main. Si je sélectionne l'outil, c'est mieux. Je vais les faire comme ça, et puis remplir. Alors encore une fois, le raccourci pour remplir, du coup là j'ai du mal, mais voilà, et paf, j'ai une bulle. Donc il y a le contour qui est intégré. Voilà. Une page égale un fichier, ou un fichier contient plusieurs pages? Je fais une page par fichier, et c'est même pire que ça, je fais une page sur plusieurs fichiers. Je sépare, j'ai toujours un fichier que pour le croquis, le storyboard. Après j'ai un deuxième fichier pour l'ancrage, un deuxième fichier pour les aplats, et un troisième fichier pour la couleur finalisée avec les ombres et tout ça, les effets, etc. Encore une fois, c'est une histoire d'expérience. Je pense que ça arrivé à tout le monde aussi, d'écraser des fichiers et de JPEGiser tout ça pourri pour montrer vite fait, et de le regretter amèrement. Donc, bon, maintenant, avec les clouds et compagnie, il y a tout un tas de moyens de récupérer des trucs, mais voilà, je suis restée à l'époque où il n'y en avait pas et où j'ai fait suffisamment d'erreurs pour plus vouloir les refaire. Mais sinon, c'est aussi pour ça, pareil, je parlais du script pour le jeu, pour diviser la taille du jeu, enfin la taille des petits bonshommes. Et pareil pour les pages, en fait, comme je dois régulièrement les montrer à l'éditeur, j'ai aussi un script pour réduire la taille des pages, la mettre en JPEG, petite résolution pour que ça passe vite, et enregistrer dans un dossier vraiment séparé. Comme ça m'évite de faire des trucs à l'arrache. Enfin, ça, c'est vraiment un conseil que je vous recommande follement, parce que ça vous fait économiser du temps et ça vous évite des erreurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc la sécurité avant tout, et chat échaudé craint l'eau froide, visiblement.
alors Stéphane fait une remarque intéressante, hein, c'est une page, un fichier Photoshop et puis le fichier InDesign pour assembler toutes les pages en général, ce qui est évidemment le cas. Et du coup ça c'est peut-être plus la partie qui peut revenir qui peut soit te revenir quand tu es en mode franzine et que tu fais ça toute seule, soit être géré par l'éditeur qui peut lui gérer à la fois les pages, les mises en forme, les textes. Et on y pense aussi parfois, tout à l'heure tu as mis en place tes bulles dans Photoshop. Quelqu'un demandait un peu plus haut pixelisme si c'était des bulles vecto ou pixels sur Photoshop. Comme vous avez vu là, toi tu les fabriquais en pixels. Ouais, voilà, bon, c'est... Mais ça peut tout à fait être des éléments qui sont faits sur InDesign et qui peuvent être aussi du coup traduits plus facilement. Ouais. Parce qu'on est toujours content de faire sa BD dans une langue et puis parfois on se dit qu'elle pourrait intéresser les autres dans d'autres langues. C'est vrai ça. Voilà. Ouais. Et Stéphane, toujours élégant et toujours plein de style, mais ceinture et bretelles. Et IndieFont de IndieScript qui permet de créer son lettrage directement dans InDesign. Ouais, ça peut être très utile. Et effectivement, tu es puni et tu peux pas partager de liens, Jean-Loup. Voilà. Non, t'es pas vraiment puni, mais ça peut intéresser les gens. Si vous n'avez pas envie de vous plonger complètement dans un outil aussi complexe que les outils de fabrication des fontes, IndieFont permet effectivement de passer depuis InDesign et éventuellement d'enrichir des caractères. Je pense notamment à des typos que vous pourriez récupérer qui viennent du comics et sur lesquels il manque des accents, des cédilles, tout ce qui est diacritique et qu'on aime bien avoir en français. Eh bien, cet outil-là, il peut être assez utile. Quel est le poids moyen d'un fichier PSD et d'une page, par curiosité? Alors là, je le connais pas de tête. Alors là, c'est les aplats, j'ai pas le... On est à combien 80 mégas. Et après, il faut rajouter encore, parce que là, j'ai pas encore tous les calques d'ombre, la lumière et tout ça, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je pense qu'on doit être au maximum autour de 100 mégas, je pense. À peu près. Enfin, après, l'éditeur, je lui envoie avec les choses un peu plus aplaties, donc ça redevient plus léger. Tout à fait. Bon, je crois qu'on est en train d'arriver au bout du temps imparti pour l'exercice. Je vais revenir un peu sur nos webcams, comme ça vous allez voir et Rachel et moi. Bonjour, voilà. Donc, merci beaucoup pour toutes les précisions sur tes méthodes de travail, sur tes outils, sur la manière dont tu fonctionnes. Je vois que t'as bien bossé sur comment gagner du temps et comment optimiser tout ça. Ça fait un certain nombre de fichiers au final, en plus des versions V1, V2, V15, nous dit Marie Petitloup. Ouais, ça fait plein de fichiers, mais tiens, je vais refaire un peu de la promo pour le Creative Cloud. Voilà, hop, un coup. Allez jeter un œil là-dessus sur que ce soit le Creative Cloud ou le CCPP pour la photographie, si vous êtes un petit peu plus light. Vous allez voir que en plus de juste l'outil, vous avez aussi en fait de quoi profiter sur votre Creative Cloud d'un espace de stockage un petit peu comme un Dropbox avec du versionning, donc vous allez pouvoir retrouver des versions précédentes de vos fichiers et ça c'est un peu précieux et ça vous évite d'avoir des versions def du fichier que vous avez tous déjà fabriqué et déjà créé. Voilà, je vois que les questions se tasse un tout petit peu. Je vais vous repasser un petit lien sur le Kickstarter parce que Zimra fait partie de l'équipe de Machiavillain, une petite équipe, donc elle fait bien partie. Je vous recommande effectivement, si vous ne voulez pas rater les émissions en question, de vous inscrire sur la chaîne twitch.tv.adobe.com. Je vais remettre l'écran de fin, vous inquiétez pas, on est toujours là et on a encore le micro pour quelques instants. Cet écran de fin me permet de vous remettre le lien vers la chaîne twitch.tv/adobefr, ce qui vous permettra de vous inscrire et du coup vous allez recevoir les notifications parce qu'il y a une petite appli qui vous permet de lire même sur un téléphone ou sur une tablette ou autre et d'être au courant quand on commence à jouer. La prochaine session, ce sera mardi 8 mars de 12 à 13 et je vous parlerai de portfolio photo. Donc n'hésitez pas à venir mardi 8 mars, vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants.
Ben voilà, encore merci, merci à Zimra pour son intervention. Merci de l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis et voilà, n'hésitez pas à acheter un œil donc à la fois sur son portfolio, sur le Kickstart qui est proposé. Voilà, si vous êtes un petit peu joueur, que vous avez envie de voir le développement, vous verrez qu'il y a ça de son côté, il y a ça aussi du côté de l'éditeur du jeu, donc Wild Factor. Il y a d'autres infos pour les gens qui sont plus branchés dev et qui aimeraient bien savoir comment ça marche et qu'est-ce qui se passe derrière. Vous verrez que c'est quand même plutôt cool. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi de 12 à 13, où on parlera photo et on parlera surtout portfolio photo. Parce que c'est bien de tirer les photos, c'est bien de les développer. On a déjà eu des sessions là-dessus, notamment la masterclass de la semaine dernière avec Julien Ponce. Mais vous allez voir que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de les présenter et de présenter son portfolio et d'harmoniser tout ça. Donc voilà, merci Stéphane pour les liens et pour la modération et à très bientôt.